J'ai sauvé la vie d'un enfant et je suis devenu un méchant aux yeux de ses parents. Je rentrais du travail à pied quand j'ai entendu un cri juste au-dessus de moi, suivi de la vision d'un bébé tombant d'une fenêtre du 5e étage. Il a été projeté dans les airs. Et mon cerveau n'a même pas réfléchi. Mon corps a juste réagi. J'ai laissé tomber ma mallette et j'ai tendu les bras pour attraper le bébé le plus près possible de ma poitrine. Il a atterri directement dans mes bras alors que je me penchais sur lui, faisant de mon mieux pour assurer le moins de dommages d'impact possible. Je suis tombé à genoux, trop effrayé pour vérifier, mais priant qu'il soit vivant. Après des secondes qui ont probablement ressemblé à des heures, j'ai entendu le faible cri du bébé. Il était vivant. Les parents, un couple d'une quarantaine d'années, se sont précipités hors de l'immeuble quelques secondes plus tard. Ils sanglotaient, terrifiés, arrachant le bébé de mes bras. « Merci, merci, vous avez sauvé notre bébé. » N'arrêtait pas de répéter la mère. Le père m'a serré dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Une ambulance est arrivée et a emmené le bébé à l'hôpital. Les parents m'ont appelé un héros. Je suis rentré chez moi, anxieux mais fier de moi. Une semaine plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un homme en costume qui m'a tendu une enveloppe. Je l'ai ouverte en pensant que les parents m'avaient peut-être envoyé une lettre de remerciement ou de l'argent. Au lieu de cela, j'ai vu des documents de poursuite judiciaire. Apparemment, les dommages causés par l'impact en attrapant l'enfant lui avaient cassé les 2 bras et les 2 jambes. Il était vivant, mais dans un état critique, et les parents me poursuivaient maintenant pour 2 millions de dollars. Mise en danger criminel d'un mineur et tentative de sauvetage imprudente. Si je perdais, je risquais 5 à 10 ans de prison. J'ai appelé les parents 15 fois, mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai immédiatement conduit jusqu'à leur appartement. Le père a ouvert la porte et est devenu rouge. « Vous avez brisé notre bébé. » Il m'a poussé physiquement. « Éloignez-vous de nous avant que nous n'appelions la police. » Il m'a claqué la porte au nez. Le lendemain matin, je suis allé voir mon défenseur public assigné, Monsieur Ramsey. Il jonglait avec 40 dossiers et avait à peine le temps de regarder le mien. « Ça n'a pas l'air bon, » a-t-il dit. « Techniquement, vous avez causé les blessures. La loi ne se soucie pas vraiment des intentions. » Je l'ai regardé, stupéfait. Acceptez simplement le plaidoyer de culpabilité. 2 ans, c'est mieux que 10, m'a-t-il dit. L'audience préliminaire 3 semaines plus tard a été un cauchemar. Le procureur s'est levé avec des photos des radiographies du bébé. Les actions imprudentes de l'accusé ont directement causé ces fractures. Les parents ont témoigné en pleurant à propos de leur bébé traumatisé. Plusieurs témoins ont dit m'avoir vu laisser tomber le bébé. Je ne sais pas s'ils ont été engagés ou d'où ils venaient, car il n'y avait personne aux alentours. Je suis reparti sans pouvoir croire que cela se produisait. La veille du procès final, M. Ramsey a appelé avec une nouvelle offre de plaidoyer de culpabilité. 3 ans de prison. Acceptez-le. Si nous allons au procès et perdons, vous risquez 10 ans. J'ai sauvé la vie de ce bébé. Je ne plaiderai pas coupable. Cette nuit-là, je me suis effondré dans mon appartement. Le lendemain, la salle d'audience était bondée. Les parents étaient assis au premier rang, ressemblant à des victimes affligées. La déclaration liminaire du procureur m'a déchiré, tandis que celle de M. Ramsey était faible et non préparée. Je pouvais le voir dans les yeux de la juge. Elle avait déjà pris sa décision. L'accusation a passé 2 jours à présenter son dossier. Des témoins experts, un témoignage médical, les parents pleurant à la barre. C'était fini. J'allais aller en prison pour avoir attrapé un bébé qui tombait. À la fin du procès, le procureur s'est levé. « La défense a-t-elle des témoins ?»« Non, votre honneur, » a répondu M. Ramsey. La juge l'a regardé. « La défense a-t-elle autre chose ?» M. Ramsey a dit « Non. » La juge était sur le point de frapper avec son marteau lorsque les portes de la salle se sont ouvertes en grand. Une jeune femme est entrée en boitant avec des béquilles, la jambe dans le plâtre. Les visages des parents sont devenus livides. « Oui. Qui êtes-vous » a demandé la juge. « Betty Rodriguez, leur ancienne fille d'accueil » a-t-elle désigné les parents. « J'ai la preuve de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. » Betty a boité vers l'avant et a tendu son téléphone à la juge. La juge a regardé l'écran. Son visage est passé d'agacé à choqué,
puis à furieux en quelques secondes. « Huissier, fermez ses portes, personne ne sort. » Elle a branché le téléphone de Betty à l'écran de la salle. Je vais diffuser ceci pour tout le monde. La vidéo a commencé. Son horodatage montrait 2 minutes avant que le bébé ne tombe par la fenêtre. Le père était à la fenêtre, regardant dans la rue. Le voilà, il parlait de moi, à l'heure habituelle. La mère l'a rejoint. « Es-tu sûr qu'il marche sous cette fenêtre ?» Puis elle a pris le bébé. « Et es-tu absolument sûr que nous pouvons poursuivre ?» L'avocat a dit « Tant qu'il y a des blessures, nous pouvons gagner des millions. Mais nous sommes noyés sous les dettes. C'est notre seule issue. » La mère a tenu le bébé près de la fenêtre. « Rappelez-vous, le bébé est tombé de son berceau et est tombé, et il passait juste par là et l'a attrapé. Parfait. Il est juste en dessous de nous maintenant. » La mère a laissé tomber le bébé. La vidéo a continué. Ils ont regardé par la fenêtre. « Mon Dieu, il l'a attrapé. Le bébé est-il blessé ? Nous avons besoin que le bébé soit blessé. » Ils ont couru vers la porte. « Rappelez-vous, nous le remercions d'abord, puis nous poursuivons en justice. » La salle d'audience a explosé. Tout le monde criait. Les parents hurlaient. « C'est faux, elle l'a monté !» Betty a sorti un épais classeur. J'en ai plus. Ce qui se trouvait dans ce classeur m'a fait réaliser que les parents voulaient plus que de l'argent. Betty s'est avancée et a laissé tomber l'épais classeur sur le bureau de la juge. Le bruit a résonné dans la salle silencieuse comme un coup de feu. La juge l'a ouvert et a commencé à feuilleter les pages. Son visage a rapidement changé. D'abord, elle a semblé curieuse, puis choquée, puis dégoûtée. Elle a continué à tourner les pages et son expression empirait à chaque fois. Les parents ont commencé à crier depuis leur siège. Le père a crié que Betty mentait, qu'elle avait tout inventé. La mère a crié que Betty était folle, qu'elle avait des problèmes mentaux. Ils n'arrêtaient pas de dire que Betty leur en voulait, qu'elle essayait de se venger de quelque chose qui n'était jamais arrivé. La juge a frappé avec son marteau 3 fois. Le coup était si fort que j'ai sursauté. Elle a dit aux parents de se taire, sinon elle les accuserait d'outrage au tribunal. Ils ont arrêté de crier, mais la mère pleurait toujours et hochait la tête. La juge a regardé les 2 avocats et leur a dit de s'approcher de la barre immédiatement. Monsieur Ramsey s'est levé et a marché vers l'avant avec le procureur. J'ai observé le visage de Monsieur Ramsey pendant que la juge lui montrait quelque chose du classeur. Ses yeux se sont écarquillés et sa bouche s'est légèrement ouverte. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il croyait enfin que je disais la vérité. Le procureur avait l'air pâle et n'arrêtait pas de secouer la tête en lisant ce que la juge leur montrait. Ils ont chuchoté l'un à l'autre pendant quelques minutes, pendant que tout le monde dans la salle restait assis à attendre. La juge leur a finalement dit de retourner à leur siège. Elle a annoncé une pause de 30 minutes et a dit que les parents devaient être restés dans la salle sous la surveillance d'un huissier. 2 huissiers se sont approchés pour se tenir près des sièges des parents. Betty a été escortée dans une salle privée par un autre huissier pour sa sécurité. Je suis resté là, tremblant. Mes mains tremblaient et je ne pouvais pas les arrêter. Quelqu'un s'était réellement présenté pour m'aider. Après des semaines à penser que j'étais complètement seul, que personne ne me croyait, que j'allais aller en prison pour avoir sauvé une vie, quelqu'un est arrivé avec des preuves. Je ne pouvais pas y croire. Pendant la pause, M. Ramsey s'est approché et s'est assis à côté de moi. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il m'a regardé comme si j'étais une personne réelle plutôt qu'un simple numéro de dossier. Il m'a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il aurait dû me croire plus tôt, qu'il aurait dû enquêter davantage, qu'il aurait dû se battre davantage. Il a admis qu'il était trop débordé par sa charge de dossier pour accorder à mon cas l'attention dont il avait besoin. Son honnêteté n'a pas réparé le mal ni effacé les semaines de terreur. Mais c'était déjà ça. Au moins, il était honnête avec moi maintenant. Les 30 minutes ont semblé durer des heures. Je n'arrêtais pas de regarder les parents assis là avec les huissiers à proximité. Ils ne pleuraient plus. Ils avaient juste l'air en colère et effrayés. La salle d'audience s'est remplie à nouveau lorsque la pause a pris fin. La juge est revenue et tout le monde s'est levé. Elle a dit à tout le monde de s'asseoir, puis elle a demandé à Betty de s'approcher de la barre des témoins. Betty a boité vers l'avant avec ses béquilles et s'est assise. L'huissier lui a fait prêter serment et elle a posé sa main sur la Bible.
La juge lui a demandé de donner son nom complet pour le procès-verbal. Betty a dit que son nom était Betty Rodriguez. Elle a expliqué qu'elle avait vécu avec les parents en tant que fille d'accueil pendant 2 ans quand elle avait 16 ans. L'avocat des parents s'est immédiatement levé et a objecté. Il a dit que ce témoignage n'était pas pertinent pour l'affaire en cours, que ce qui s'était passé des années auparavant n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait. La juge a semblé agacée et a rejeté l'objection. Elle a dit à Betty de continuer. Betty a continué à parler. Elle a dit qu'elle était restée en contact avec d'autres enfants qui avaient vécu avec ses parents en tant qu'enfants d'accueil. 3 autres enfants avaient vécu des choses similaires. Les parents mettaient en scène des accidents, puis essayaient de s'enrichir avec des réclamations d'assurance et des poursuites. Le modèle était toujours le même. Mettre en scène un accident, trouver quelqu'un à blâmer, poursuivre en justice pour de l'argent. Un enfant avait été poussé dans les escaliers et ils avaient blâmé un enseignant qui avait essayé d'aider. Un autre enfant avait été impliqué dans un faux accident de voiture. À chaque fois, les parents trouvaient un moyen de gagner de l'argent grâce à cela. Le procureur avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Son visage est devenu blanc et il a posé sa main sur son bureau comme s'il avait besoin de se retenir. Tout son dossier venait de s'effondrer devant tout le monde. Il s'est levé et a demandé à la juge une discussion privée au banc. La juge a accepté et ils se sont dirigés vers le côté de la salle. Ils ont chuchoté l'un à l'autre, mais je pouvais dire que la conversation était tendue. Le procureur n'arrêtait pas de gesticuler et de secouer la tête. Pendant ce temps, l'avocat des parents prenait des notes très rapidement et passait des appels téléphoniques depuis la table de la défense. Ses mains tremblaient alors qu'il composait. La juge est revenue et a dit à tout le monde de prêter attention. Elle a ordonné que la vidéo soit diffusée à nouveau, mais cette fois avec l'audio amélioré. L'écran de la salle s'est rallumé. Les voix des parents ont été diffusées par les haut-parleurs avec une clarté totale. On pouvait entendre chaque mot de leur plan. Le père parlant de l'heure, de moi marchant sous la fenêtre, la mère demandant si elle pouvait vraiment poursuivre. Les deux calculant combien d'argent ils pouvaient obtenir. Puis la mère disant « maintenant » et laissant tomber le bébé. Leur voix après, espérant que le bébé était suffisamment blessé pour poursuivre mais pas mort. Planifiant de me remercier d'abord et de me poursuivre ensuite. Plusieurs membres du jury ont haleté. Une femme au premier rang a commencé à pleurer. Un autre juré a semblé en colère et a regardé les parents avec dégoût. Les parents sont restés là, le regard baissé vers la table. Betty a sorti d'autres papiers du classeur. Elle a expliqué qu'il s'agissait de dossiers médicaux de l'hôpital. Le bébé s'était rendu aux urgences 4 fois au cours de la dernière année. Chaque visite était pour des blessures suspectes. À chaque fois, les parents blâmaient quelqu'un d'autre. Une baby-sitter qui l'aurait fait tomber. Une employée de garderie qui n'aurait pas surveillé attentivement. Un voisin qui l'aurait laissé tomber. Les services de protection de l'enfance avaient ouvert des enquêtes à chaque fois. Mais les parents déménageaient toujours dans une nouvelle région avant que quoi que ce soit ne se concrétise. Ils faisaient leurs valises et partaient, recommençaient dans un nouvel endroit, prenaient de nouveaux enfants d'accueil et exécutaient les mêmes stratagèmes encore et encore. Le procureur s'est levé et sa main tremblait alors qu'il se tenait à son bureau. Il a regardé la juge et sa voix est sortie faible et instable lorsqu'il a parlé. Il a dit qu'il demandait le rejet immédiat de toutes les charges contre moi. Et il a également demandé que les parents soient placés en garde à vue immédiatement pour suspicion de mise en danger d'un mineur, de fraude et de complot. La salle d'audience a de nouveau explosé de bruit, tout le monde parlant en même temps, et l'avocat des parents criait des objections, mais personne ne pouvait l'entendre au-dessus du chaos. 2 huissiers ont commencé à marcher vers les parents, et les yeux du père se sont écarquillés quand il les a vus approcher. Il a sauté de son siège et a essayé de courir vers la porte arrière, mais il n'a fait que 3 pas avant que 2 huissiers ne l'attrapent et ne le plaquent au sol. Les gens dans la galerie se levaient pour essayer de voir ce qui se passait. Et la mère a commencé à crier qu'ils l'avaient de fait pour leur bébé, qu'ils avaient besoin de l'argent pour lui donner une vie meilleure, que j'aurais dû les payer et que rien de tout cela ne serait arrivé. Sa voix était aiguë et désespérée, et elle n'arrêtait pas de crier les mêmes choses, encore et encore, pendant que les huissiers remettèrent le père debout et lui attachèrent les bras derrière le dos. La juge frappait avec son marteau encore et encore, essayant de calmer tout le monde. Mais il a fallu près d'1 minute avant que le bruit ne s'apaise suffisamment pour qu'elle puisse parler. Elle a dit à tout le monde de s'asseoir et de se taire.
sinon elle expulserait la salle. Une fois que le silence est revenu en grande partie, elle m'a regardé directement et a dit qu'elle rejetait formellement toutes les charges portées contre moi avec préjudice et ordonnait ma libération immédiate de toute obligation légale liée à cette affaire. Elle s'est ensuite adressée aux parents et sa voix est devenue dure et froide. Elle a dit qu'elle émettait un mandat d'arrêt contre eux pour de multiples chefs d'accusation, notamment maltraitance d'enfants, fraude, tentative d'extorsion, parjure et complot en vue de commettre une fraude. Les huissiers se sont approchés et leur ont passé les menottes à tous les deux, tandis qu'un autre huissier leur lisait leurs droits. La mère sanglotait maintenant au lieu de crier et n'arrêtait pas de dire « S'il vous plaît, nous sommes désolés. » Mais le père est resté là, la tête baissée, l'air vaincu. Tout son corps a semblé s'affaisser comme si toute la lutte s'était échappée de lui d'un coup. Je suis resté assis sur ma chaise, incapable de bouger, de penser ou de ressentir quoi que ce soit. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce qui se passait. Les huissiers passèrent les menottes aux parents qui étaient assis au premier rang en pleurant leur bébé traumatisé quelques minutes auparavant. Les mêmes parents qui avaient failli m'envoyer en prison pour avoir attrapé leur enfant. La mère suppliait en sanglotant la clémence et essayait de se dégager de l'huissier qui la tenait par le bras. Le père est resté complètement silencieux et n'a regardé personne alors qu'on l'emmenait vers la porte latérale. C'était vraiment en train de se produire. J'étais libre. Les charges ont été abandonnées. Je n'allais pas aller en prison. La pensée continuait de traverser mon esprit, mais elle ne me semblait pas encore réelle. Mes mains serraient la coudoir de ma chaise si fort que mes jointures étaient blanches. Et j'ai réalisé que j'avais retenu ma respiration. Je l'ai relâchée lentement et j'ai essayé de détendre mon corps, mais je me sentais engourdi et vide à la fois, comme si je regardais tout cela arriver à quelqu'un d'autre. Betty était toujours assise à la barre des témoins, et la juge s'est tournée vers elle et lui a demandé si elle avait quelque chose de plus à ajouter à son témoignage. Betty a hoché la tête et a commencé à expliquer que le classeur contenait des dossiers financiers montrant que les parents avaient 300 000 $ de dettes de jeu et d'entreprises ratées. Elle a dit qu'ils menaient des escroqueries à l'assurance depuis au moins 5 ans, et probablement plus. Ils s'en prenaient toujours à de bonnes personnes qui essayaient juste d'aider quelqu'un en difficulté. Elle a sorti des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit et des documents de prêt et les a étalés sur la barre des témoins. La juge s'est penchée pour les regarder et son visage est devenu encore plus en colère en lisant les papiers. Betty a expliqué comment les parents mettaient en scène un accident, trouvaient quelqu'un avec une bonne assurance ou un revenu décent, puis les poursuivaient en justice pour tout ce qu'ils pouvaient obtenir. Parfois, ils réglaient à l'amiable, parfois ils allaient au procès, mais ils repartaient toujours avec de l'argent. Le modèle était le même à chaque fois, et ils s'en tiraient depuis des années en déménageant dans de nouvelles villes avant que quiconque ne puisse relier les affaires. La juge a remercié Betty pour son courage de s'être présentée et lui a demandé si elle avait besoin d'une protection contre d'éventuelles représailles. Betty a dit qu'elle avait déjà demandé une ordonnance d'interdiction d'approche contre les parents et qu'elle travaillait avec un avocat pour s'assurer qu'elle restait en sécurité. La juge a promis d'accélérer l'ordonnance d'interdiction d'approche et a dit qu'elle nommerait un avocat ad litem pour aider Betty avec tout ce dont elle avait besoin. Elle a également dit que le témoignage de Betty serait crucial dans l'affaire pénale contre les parents et l'a remercié à nouveau d'avoir fait ce qui était juste, malgré à quel point cela devait être terrifiant. Betty a hoché la tête et s'est essuyé les yeux et la juge lui a dit qu'elle pouvait quitter la barre des témoins. La juge a ensuite appelé une autre pause pour donner à tout le monde le temps de digérer ce qui venait de se passer et pour permettre au bureau du procureur de se coordonner avec la police concernant l'arrestation des parents. Ramsey s'est approché de moi juste après que la juge ait quitté la salle et il avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il ne savait pas comment commencer. Finalement, il a juste dit qu'il était désolé et que le système de défense publique m'avait complètement laissé tomber. Il a admis qu'il aurait dû enquêter davantage, qu'il aurait dû insister davantage, qu'il aurait dû me croire quand j'ai dit que j'étais innocent. Sa voix était calme et il n'arrêtait pas de regarder ses mains au lieu de me regarder. Il a dit qu'il voulait m'aider à intenter une action en justice contre les parents pour poursuite abusive si j'étais intéressé. Bien qu'il m'ait prévenu qu'ils n'avaient probablement aucun actif à saisir puisqu'ils étaient noyés sous les dettes. Je lui ai dit que je voulais juste que ce cauchemar se termine et que je ne me souciais pas d'obtenir de l'argent d'eux. Je voulais juste rentrer chez moi et essayer d'oublier que tout cela s'était produit.
Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait, mais il m'a donné sa carte au cas où je changerais d'avis plus tard. Un homme en costume coûteux s'est approché de moi dans le couloir à l'extérieur de la salle pendant que j'étais là, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Il s'est présenté comme Garrison et a dit qu'il était un avocat de la défense qui avait suivi mon affaire dans les nouvelles. Il m'a dit que son cabinet était spécialisé dans les affaires de poursuites abusives et il pensait que j'avais de solides motifs pour une action en justice contre la ville, le bureau du procureur et les parents. Il a dit qu'il voulait me représenter pro bono dans toute affaire civile et m'aider à obtenir une compensation pour tout ce que j'avais traversé. Son cabinet prendrait en charge tous les frais et honoraires juridiques, et je ne leur devrais rien, à moins que nous ne gagnions. Il m'a tendu sa carte de visite et m'a dit de l'appeler quand je serais prêt à discuter de mes options. Il avait l'air sincère et professionnel, mais j'étais trop submergé pour penser à des poursuites ou à une compensation pour le moment. J'ai pris sa carte et je l'ai remercié et je lui ai dit que j'y réfléchirais. Betty m'a trouvé toujours dans le couloir quelques minutes plus tard et nous avons enfin pu parler en face à face sans une salle d'audience bondée qui nous regardait. Elle a expliqué qu'elle traquait les parents depuis 2 ans depuis qu'elle était devenue majeure et qu'elle avait quitté la famille d'accueil à 18 ans. Elle savait qu'ils finiraient par blesser quelqu'un assez gravement pour qu'elle puisse les arrêter et elle avait rassemblé des preuves tout le temps. Elle s'est excusée de ne pas s'être présentée plus tôt, mais elle a dit qu'elle avait besoin d'une preuve irréfutable qui ne pouvait pas être rejetée ou expliquée. Elle devait attendre qu'ils commettent une erreur suffisamment importante pour que la preuve soit indéniable. Quand elle les a vus laisser tomber le bébé et me poursuivre ensuite, elle a su que c'était le moment qu'elle attendait. Elle était dans le café de l'autre côté de la rue ce jour-là et les a immédiatement reconnus. Elle a commencé à enregistrer sur son téléphone à la seconde où elle les a vus à la fenêtre parce qu'elle savait par expérience qu'ils prévoyaient quelque chose de terrible. J'ai regardé Betty et j'ai senti ma gorge se serrer et mes yeux commencer à brûler. Je lui ai dit qu'elle m'avait sauvé la vie et que sans son témoignage et ses preuves, j'irais en prison en ce moment même pour avoir attrapé un bébé qui tombait. J'aurais tout perdu et passé des années derrière les barreaux pour avoir fait ce qui était juste. Les yeux de Betty se sont remplis de larmes et elle a dit qu'elle savait ce que c'était que d'être blâmée pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Les parents lui avaient fait la même chose pendant 2 ans lorsqu'elle vivait avec eux. Ils mettaient en scène des accidents et l'obligeaient à mentir sur ce qui s'était passé. Et quand elle refusait, ils la punissaient d'une manière qui ne laissait pas de marque visible. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas leur permettre de détruire la vie de quelqu'un d'autre de la manière dont ils avaient essayé de détruire la sienne. Nous sommes restés là dans le couloir du palais de justice, et je l'ai serré dans mes bras et l'ai remerciée à nouveau. Elle avait tout risqué pour dire la vérité, et je lui devais plus que je ne pourrais jamais rembourser. Le procureur s'est dirigé vers moi pendant que Betty et moi étions toujours là. 2 autres fonctionnaires le suivaient. Il s'est arrêté devant moi et son visage était différent de ce qu'il était dans la salle d'audience. Il s'est excusé d'avoir porté plainte sans enquête appropriée. Sa voix était calme et il semblait sincèrement désolé. Il a expliqué que son bureau procéderait à un examen complet de la manière dont cette affaire avait été traitée. Il m'a ensuite dit que le FBI allait enquêter sur le stratagème de fraude des parents dans plusieurs États. Les 2 fonctionnaires avec lui ont hoché la tête et l'un d'eux m'a tendu une carte de visite. Ils m'ont demandé si je serais disponible pour des entretiens dans les semaines à venir. J'ai dit oui et j'ai glissé la carte dans ma poche. Betty a regardé tout l'échange, les bras croisés. Après leur départ, elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que honnêtement, je ne savais pas. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et elle m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Puis elle a boité en retournant vers la sortie de la salle d'audience avec ses béquilles. Je l'ai regardée partir et j'ai senti que je devais dire autre chose. Mais mon cerveau était trop épuisé pour former des mots. J'ai quitté le palais de justice et j'ai conduit chez moi en silence complet. Mes mains tremblaient sur le volant tout le long du trajet. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai laissé tomber mes clés 2 fois en essayant d'ouvrir la porte. Je suis entré et je me suis effondré sur mon canapé sans allumer de lumière. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. L'écran affichait des numéros que je ne reconnaissais pas. Puis il a sonné encore et encore. Des journalistes, des avocats, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Soudain, tout le monde voulait me parler. J'ai éteint le téléphone et je me suis assis dans le calme obscur. Mon corps se sentait lourd et vide à la fois.
Un soulagement mélangé à de l'épuisement, mélangé à quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je suis resté sur ce canapé pendant des heures sans bouger. Le lendemain matin, mon téléphone était toujours éteint lorsque quelqu'un a frappé à ma porte. Je me suis traîné jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Un homme en costume sombre était là avec un badge. J'ai ouvert la porte et il s'est présenté comme Desmond Harrell du FBI. Il m'a demandé si nous pouvions planifier un entretien au sujet de l'affaire. Je l'ai invité à entrer et nous nous sommes assis à ma table de cuisine. Il a expliqué que le stratagème des parents semblait beaucoup plus vaste que ce que tout le monde avait réalisé initialement. Il se déplaçait entre les États, prenait des enfants en famille d'accueil et mettait en scène des accidents pour obtenir des paiements d'assurance et des poursuites depuis au moins une décennie. Son bureau était en train de monter un dossier massif contre eux. Il avait besoin de ma déclaration complète sur tout ce qui s'était passé. Nous avons planifié un entretien formel pour 2 jours plus tard au bureau du FBI en centre-ville. Il m'a remercié pour ma coopération et a laissé sa carte sur ma table. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'au bureau du FBI et j'ai rencontré Desmond dans une petite salle d'entretien. Un appareil d'enregistrement était posé sur la table entre nous. J'ai fourni ma déclaration complète sur tout, de l'attrapage du bébé au procès et aux preuves de Betty. Il a posé des questions détaillées sur le comportement des parents, leurs témoignages, les faux témoins. J'ai répondu à tout le plus clairement possible. Puis il a ouvert un épais classeur et m'a montré des dossiers sur 6 autres victimes qui ont été poursuivies ou inculpées après avoir tenté d'aider lors d'accidents mis en scène. 2 d'entre elles ont purgé des peines de prison avant que la vérité ne soit révélée. L'un était un enseignant qui a attrapé un enfant d'accueil que les parents avaient poussé dans les escaliers. Un autre était un propriétaire de magasin qui avait aidé lors d'une chute simulée. Un troisième était un conducteur qui s'était arrêté lorsqu'ils avaient délibérément provoqué un accident de voiture. Toutes étaient de bonnes personnes qui avaient essayé d'aider. Toutes ont été détruites à cause de cela. Je me suis senti nauséeux en lisant les dossiers. J'avais failli devenir une autre victime de ce stratagème. Si Betty n'était pas apparue avec cette vidéo, je serais en prison en ce moment. Desmond a vu mon visage et a dit que j'avais de la chance. Il a dit « La plupart des victimes n'obtiennent jamais justice parce que les preuves ne sont pas assez solides. » La vidéo et la documentation de Betty ont tout changé. Il a expliqué que le bébé était maintenant sous protection et qu'il se rétablissait mieux que prévu. Les blessures étaient graves, mais pas permanentes. Les médecins étaient optimistes quant à son rétablissement complet. Il a dit « Vous avez probablement sauvé la vie du bébé, même si la chute était intentionnelle. Si vous ne l'aviez pas attrapé, la chute du 5e étage aurait été fatale. Cette information a aidé d'une certaine manière. Au moins, le bébé irait bien. Au moins, quelque chose de bien est sorti de ce cauchemar. » Quelques jours plus tard, Kirsten Weaver des services de protection de l'enfance m'a appelé. Elle préparait un dossier pour mettre fin définitivement aux droits parentaux. Elle avait besoin de discuter de mes observations à leur sujet. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon appartement. Elle avait un carnet de notes et a enregistré notre conversation avec ma permission. Je lui ai raconté tout ce dont je me souvenais de leur comportement. Leurs faux pleurs dans la salle d'audience, leurs jeux calculés lorsqu'ils m'ont arraché le bébé des bras la première fois, la façon dont ils sont passés de me remercier à me poursuivre, à quel point tout semblait répété rétrospectivement. Elle a pris des notes détaillées et a posé des questions de suivi. Elle a dit que mon témoignage serait crucial pour s'assurer que le bébé ne retourne jamais avec eux. Le dossier était solide, mais elle voulait une documentation de tous ceux qui avaient été témoins de leur tromperie. J'ai signé une déclaration officielle à la fin de notre rencontre. Cette même semaine, les nouvelles locales ont publié un article sur l'affaire. Mon nom a été mentionné plusieurs fois. Soudain, je recevais des appels des médias nationaux, CNN, Fox News, les émissions matinales du réseau. Tout le monde voulait une entrevue avec l'homme qui avait été poursuivi pour héroïsme. Mon téléphone sonnait constamment avec des numéros masqués et des demandes de médias. J'ai appelé Garrison et lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a conseillé de rester silencieux jusqu'à ce que l'affaire pénale contre les parents soit résolue. Toute entrevue maintenant pourrait compliquer les poursuites. J'ai refusé toutes les demandes d'entrevue, même si certains journalistes continuaient d'appeler. 2 semaines après le procès, les parents ont été formellement accusés de 12 chefs d'accusation. Mise en danger d'un mineur, fraude, complot, parjure et tentative d'extorsion.
Le bureau du procureur a découvert qu'ils avaient mené des stratagèmes similaires dans 4 États différents: l'Oregon, le Nevada, l'Arizona et la Californie. À chaque fois, ils déménageaient avant que les autorités ne puissent monter un dossier. Leur caution a été fixée à 500 000 $ chacun. Ils n'ont pas pu la payer, ils sont donc restés en prison en attendant leur procès. Les nouvelles ont montré des photos d'eux en uniformes orange lors de leur mise en accusation. Ils avaient tous les deux l'air vaincus et en colère. À peu près à cette époque, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je rêvais de laisser tomber le bébé ou d'aller en prison. Parfois, je rêvais que le procès se déroulait différemment et que Betty n'apparaissait jamais. Je me réveillais en sueur et tremblant à 3 heures du matin. Mes performances au travail en ont souffert parce que je n'arrivais pas à dormir. J'ai finalement appelé un thérapeute et pris rendez-vous. Elle a écouté mon histoire et a expliqué que j'expérimentais un traumatisme lié au fait d'avoir été puni pour avoir fait ce qui était juste. Mon cerveau essayait de traiter l'injustice d'avoir failli aller en prison pour avoir sauvé une vie. Les séances ont aidé, mais je sursautais toujours chaque fois que j'entendais un bébé pleurer ou que je voyais quelqu'un en difficulté. Mon instinct d'aider les gens était maintenant mélangé à la peur de ce qui pourrait arriver si je le faisais. Garrison m'a appelé pour discuter de l'opportunité d'intenter une action civile contre les parents. Il voulait demander une compensation pour mes frais juridiques, ma perte de salaire et ma détresse émotionnelle. Il m'a prévenu que nous ne recouvrerions probablement rien car ils étaient en faillite et faisaient face à des peines de prison. Je lui ai dit que l'argent m'importait peu. Je voulais juste qu'il soit consigné qu'ils avaient détruit ma vie pendant 3 mois. Il a déposé la plainte le jour suivant. Betty et les victimes précédentes. Quelques jours après que Garrison eut déposé la plainte civile, mon téléphone a vibré avec un SMS de Betty me demandant si je voulais qu'on se voie pour un café. J'ai accepté et nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville l'après-midi suivant. Elle a commandé du thé et j'ai pris un café noir parce que je ne dormais toujours pas bien. Betty s'est assise en face de moi et a commencé à parler de l'époque où elle vivait avec les parents à 16 ans. Ils avaient mis en scène un accident de voiture environ 6 mois après son emménagement. Elle a expliqué que le père avait délibérément percuté une autre voiture par l'arrière à un feu rouge, puis avait prétendu que l'autre conducteur avait reculé sur eux. Ils ont endoctriné Betty pour qu'elle mente et disent qu'elle avait vu tout ce qui s'était passé tel qu'il le décrivait. Lorsque Betty a refusé de mentir à la police, ils lui ont rendu la vie misérable. Ils lui ont confisqué son téléphone, l'ont punie pendant des mois et ont dit à son assistante sociale qu'elle était violente et instable. Betty a été retirée de leur foyer 3 mois plus tard et l'enquête d'assurance a discrètement classé l'affaire. Elle a dit qu'elle avait toujours su qu'ils essaieraient à nouveau quelque chose de ce genre, et lorsqu'elle les a vus aux informations après mon arrestation, elle a commencé à fouiller leur passé. La vidéo qu'elle a enregistrée ce jour-là était juste un coup de chance car elle prenait juste un café de l'autre côté de la rue et les a reconnus à la fenêtre. Betty a sorti son téléphone et m'a montré des messages d'autres anciens enfants d'accueil. 4 d'entre eux l'avaient contacté après avoir vu la couverture médiatique. Chacun avait une histoire similaire sur les parents les utilisant comme accessoires dans des stratagèmes de fraude. Une fille avait été forcée de simuler une glissade et une chute dans une épicerie. Un garçon avait reçu l'ordre de prétendre qu'il avait été mordu par le chien d'un voisin. Un autre enfant était censé mentir sur s'être blessé à la garderie. Chaque fois qu'un enfant d'accueil refusait de coopérer ou menaçait de dire la vérité, les parents leur rendirent la vie misérable jusqu'à ce qu'ils soient retirés du foyer. Betty a dit que l'agent du FBI en charge de l'affaire lui avait dit qu'il préparait des accusations qui pourraient entraîner 30 à 40 ans de prison pour les 2 parents. Le schéma d'utilisation d'enfants vulnérables dans des stratagèmes de fraude dans plusieurs États en faisait une affaire fédérale. Un geste de gentillesse. 2 jours après ma rencontre avec Betty, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement à l'heure du dîner. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma voisine Amara debout là, tenant un plat recouvert. Elle vivait à 3 portes et nous avions toujours été cordiaux, mais nous n'avions jamais beaucoup parlé. Amara a dit qu'elle avait suivi mon affaire aux informations et qu'elle se sentait mal que j'aie traversé tout cela seule. Elle a proposé d'être un témoin de moralité si jamais j'en avais besoin et m'a tendu le plat, expliquant que c'était du curry fait maison parce qu'elle avait remarqué que j'avais l'air plus mince ces derniers temps. Je l'ai remerciée et nous avons parlé pendant quelques minutes sur mon seuil. Elle m'a raconté la perte de son frère à cause d'une condamnation injuste il y a des années
et à quel point cela avait brisé la confiance de sa famille dans le système. Sa gentillesse m'a fait pleurer, parce que ça m'a rappelé que les bonnes personnes existaient toujours dans le monde. Après son départ, j'ai mangé le curry, et c'était le premier vrai repas que j'avais pris depuis des jours. Le procès pénal et le verdict 3 semaines après le rejet de mes charges, le procès pénal des parents a commencé au palais de justice du centre-ville. Je me suis présenté le premier jour parce que l'accusation avait dit que j'aurais besoin de témoigner. La salle d'audience était bondée de journalistes, d'autres victimes et de badauds. Les parents étaient assis à la table de la défense, l'air plus petit d'une certaine manière, comme s'ils avaient rapetissé depuis la dernière fois que je les avais vus. Leur avocat s'est levé pour les déclarations liminaires et a essayé de les dépeindre comme des personnes désespérées qui avaient commis une terrible erreur par amour pour leur enfant. Il a parlé de leurs dettes et de leur peur de tout perdre. Le jury était sceptique, cependant, en particulier la femme âgée au premier rang qui n'arrêtait pas de secouer la tête. Lorsque Betty est montée à la barre ce même jour, elle a guidé le jury à travers la preuve vidéo à nouveau et a expliqué le schéma de maltraitance dont elle avait été témoin. L'avocat de la défense a tenté de la discréditer en évoquant son passage dans le système de placement et en suggérant qu'elle était instable, mais Betty est restée calme et a répondu à chaque question avec des faits et des dates précis. Le lendemain, l'accusation a présenté sa pièce à conviction principale. Ils avèrent des dossiers sur 8 stratagèmes précédents que les parents avaient exécutés dans 4 États au cours de la dernière décennie. Le préjudice total s'élevait à plus de 2 millions de dollars en additionnant toutes les fausses réclamations d'assurance et les règlements de poursuite. Un enseignant de l'Oregon a témoigné avoir attrapé un enfant d'accueil que les parents avaient délibérément poussé dans un escalier à l'école. Le propriétaire d'un magasin du Nevada a décrit comment il avait aidé lors d'une glissade et chute simulée où la mère avait faim de se blesser au dos. Un chauffeur de l'Arizona a expliqué qu'il s'était arrêté après que les parents eurent de causer un accident de voiture mineur, puis qu'il avait été poursuivi pour 50 000 $. Chaque victime avait l'air fatiguée et en colère en racontant ses histoires. L'avocat de la défense a continué de s'opposer, mais le juge a rejeté ses objections à chaque fois. À la fin de la 2e journée, le schéma était si clair que même l'avocat des parents semblait vaincu. Le 3e jour, je suis monté à la barre des témoins, et le procureur m'a demandé de décrire mon expérience. J'ai passé en revue tout, de l'attrapage du bébé à la poursuite en justice et au fait d'avoir failli aller en prison pour avoir sauvé une vie. J'ai expliqué comment je ne pouvais plus dormir et je sursautais lorsque j'entendais des bébés pleurer. L'avocat de la défense s'est levé pour le contre-interrogatoire et a tenté de suggérer que j'exagérais les choses. Il m'a demandé si je pensais vraiment que ma vie était ruinée par quelques mois de problèmes juridiques. L'un des jurés, un homme d'âge moyen en chemise bleue, s'est penché en avant et a regardé l'avocat. Lorsque l'avocat de la défense a suggéré que j'aurais peut-être dû laisser tomber le bébé si j'étais si préoccupé d'être poursuivi, le visage de ce même juré est devenu rouge et il a croisé les bras. Le juge a dû appeler une courte pause car le jury était clairement en colère. L'accusation a appelé un médecin qui avait traité le bébé à l'hôpital. Elle a apporté les dossiers médicaux et les radiographies montrant les fractures aux 2 bras et aux 2 jambes. La docteure a expliqué que le schéma des blessures était absolument cohérent avec une chute du 5e étage, et non avec le fait d'être brusquement attrapé par quelqu'un. Elle a guidé le jury à travers ce qui se serait passé si personne n'avait attrapé le bébé et leur a montré des photos de blessures mortelles dues à des chutes de hauteur similaires. La docteure a témoigné que mes actions avaient définitivement sauvé la vie du bébé et que les blessures auraient été bien pires sans mon intervention. Elle a dit que les fractures étaient malheureuses, mais attendues compte tenu de la physique de la situation. L'avocat de la défense a tenté de faire valoir que j'avais peut-être mal attrapé le bébé, mais la docteure l'a arrêté en expliquant qu'il n'y avait pas de bonne façon d'attraper un bébé qui tombe sans qu'il n'y ait des blessures. Pendant le contre-interrogatoire du père le 4e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat de la défense l'interrogeait sur sa situation financière lorsque le procureur s'est levé et a commencé à le presser sur la preuve vidéo. Les réponses du père sont devenues plus tremblantes et sa voix a commencé à se briser. Puis il s'est simplement effondré émotionnellement et a admis qu'ils avaient tout planifié. Il a sangloté qu'ils étaient noyés sous les dettes et qu'il ne pensait pas que quelqu'un serait réellement blessé. Son avocat a bondi et a essayé de l'empêcher de parler, mais le mal était fait. Le père a continué à pleurer et à dire qu'ils avaient juste besoin d'argent et pensaient que cela fonctionnerait. La mère était assise à côté de lui,
complètement imperturbable, ne montrant aucune émotion. Elle regardait droit devant elle, comme si rien de tout cela ne se passait pendant que son mari s'effondrait à la barre des témoins. Le jury s'est retiré pour délibérer vers 14 heures et est revenu juste après 17 heures, soit 3 heures au total. La juge a demandé s'ils étaient parvenus à un verdict et le porte-parole s'est levé, tenant un morceau de papier. Coupable des 12 chefs d'accusation pour les 2 parents. La salle d'audience est restée silencieuse pendant que la juge interrogeait chaque juré individuellement pour confirmer leur vote. Chacun a dit coupable sans hésitation. La juge a remercié le jury et a fixé la sentence à 2 semaines plus tard. Sentence et guérison. Alors que les huissiers emmenèrent les parents hors de la salle d'audience, Garrison s'est penché et m'a dit que c'était un excellent résultat. Il a dit que compte tenu de la gravité de leur crime et du schéma clair dans plusieurs États, ils risquaient probablement de lourdes peines de prison. 2 semaines plus tard, je suis retourné au palais de justice pour la sentence. La salle d'audience était à nouveau pleine de victimes, de journalistes et d'observateurs. La juge est entrée et tout le monde s'est levé. Elle s'est assise et a regardé directement les parents avant de parler. Sa voix était ferme alors qu'elle parlait de la façon dont ils avaient trahi tous les principes de la parentalité et de la décence humaine. Elle a dit qu'ils avaient instrumentalisé le système de placement et transformé des enfants vulnérables en outils de profit. Elle a expliqué que leurs actions avaient détruit des vies et endommagé la confiance des gens à aider les autres. Puis elle a annoncé les peines. 12 ans de prison fédérale pour le père, 10 ans pour la mère. Ils ont également été tous deux condamnés à payer une restitution totale à toutes les victimes, même si tout le monde dans la salle savait qu'ils ne pourraient jamais rembourser les 2 millions de dollars. Les parents n'ont montré aucune réaction alors que les huissiers leur passèrent les menottes et les emmenaient pour commencer leur peine. Je suis resté là, regardant les huissiers les escorter dans l'allée centrale vers les portes arrière. La mère a gardé la tête baissée tandis que le père a jeté un dernier regard sur la galerie vide. Personne n'était venu les soutenir. La salle d'audience est restée silencieuse jusqu'à ce que les portes se referment derrière eux avec un claquement sonore qui a résonné sur les murs. La juge a ramassé ses papiers et est partie par son entrée privée. Les gens ont commencé à se lever et à ramasser leurs affaires. J'ai senti la main de Garrison sur mon épaule, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Mes jambes étaient en faible et j'ai saisi la table devant moi pour me stabiliser. C'était fini. J'étais libre, mais au lieu de la joie ou du soulagement, je ne ressentais que du vide et de l'épuisement. 3 mois de ma vie avaient été consumés par la peur, la honte et la colère. Les parents allaient en prison, mais cela ne me rendait pas les nuits où je ne pouvais pas dormir, ni les amis qui avaient cessé d'appeler, ni la façon dont les gens me regardaient en public comme si j'étais un criminel. Justice était faite, mais cela me semblait creux d'une certaine manière. Garrison m'a demandé si j'allais bien et j'ai hoché la tête, même si je n'en étais pas sûr. Nous avons quitté la salle d'audience ensemble et des journalistes attendaient dans le couloir avec des caméras et des micros. Garrison leur a dit qu'il n'avait aucun commentaire et nous nous sommes frayés un chemin jusqu'aux ascenseurs. À l'extérieur du palais de justice, le soleil de l'après-midi me semblait trop éclatant après avoir été à l'intérieur toute la journée. J'ai conduit jusqu'à chez moi et je me suis assis dans mon appartement à regarder le mur pendant 2 heures. Le bébé est en sécurité et nouveau départ. 1 semaine plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix de femme s'est présentée comme Kirsten Weaver des services de protection de l'enfance. Elle a dit qu'elle avait été affectée au dossier du bébé et voulait me donner une mise à jour. Le bébé avait quitté l'hôpital 3 jours après la sentence et avait été placé dans une famille d'accueil spécialisée dans les soins aux nourrissons ayant des besoins médicaux. Il allait très bien, selon les médecins. Les os cassés guérissaient correctement et il ne montrait aucun signe de lésion cérébrale ou de problème de développement dû à la chute. La famille d'accueil parlait déjà d'adoption si les droits parentaux étaient résiliés. Kirsten m'a remercié d'avoir sauvé sa vie et a dit que les parents d'accueil connaissaient toute l'histoire et voulaient me rencontrer un jour pour exprimer leur gratitude. J'ai dit que j'étais heureux qu'il soit en sécurité et qu'il reçoive les soins dont il avait besoin. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis la fin du procès. Savoir que le bébé allait bien rendait tout plus réel d'une certaine manière. Betty m'a envoyé un SMS quelques jours plus tard, me demandant si je voulais prendre un café.
Nous nous sommes rencontrés dans un endroit du centre-ville et avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a raconté plus en détail son séjour dans le système de placement et la façon dont les parents l'avaient traitée. Elle avait été transférée entre 4 foyers différents en 2 ans, trouvant toujours des raisons de la renvoyer dans le système. Elle a réalisé plus tard qu'ils essayaient de maximiser leur paiement mensuel en faisant tourner autant d'enfants que possible. Betty étudiait le travail social au Community College et travaillait à temps partiel dans un centre pour jeunes. Elle voulait aider d'autres enfants d'accueil qui avaient été utilisés ou maltraités par le système. Je lui ai dit qu'elle était incroyable et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour soutenir son objectif. Nous avons commencé à parler de peut-être créer une sorte de fondation ou de réseau de soutien pour les personnes qui avaient été victimes de stratagèmes de fraude comme celui auquel nous avions survécu. Cela faisait du bien de penser à transformer quelque chose d'horrible en quelque chose qui pourrait aider les autres. Betty a dit qu'elle allait commencer à faire des recherches sur ce qu'il faudrait pour créer une organisation à but non lucratif. Nous avons échangé nos numéros et promis de rester en contact. En rentrant à ma voiture, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Sentence civile et récupération Garrison m'a appelé 2 semaines plus tard avec des nouvelles de la poursuite civile qu'il avait intentée contre les parents. Étant donné qu'ils étaient en prison et qu'ils ne répondaient à aucune notification légale, nous avons obtenu un jugement par défaut de 200 000 $ en dommages et intérêts. Il a été honnête en disant que nous ne récupérerions probablement jamais rien, car ils n'avaient pas d'actifs et ne gagneraient pas d'argent en prison, mais avoir le jugement au dossier signifiait quelque chose. Le tribunal a officiellement reconnu que ce qu'il m'avait fait était mal. C'était une validation écrite que je pouvais montrer si quelqu'un remettait un jour en question ce qui s'était passé. Garrison a dit que plusieurs autres victimes intenteraient également des actions civiles et que les parents feraient probablement face à des millions de jugements qu'ils ne pourraient jamais payer. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait et lui ai demandé sa facture. Il m'a rappelé qu'il avait pris l'affaire pro bono et a refusé d'accepter tout paiement. Il a dit que des cas comme le mien étaient la raison pour laquelle il était devenu avocat. Retourner au travail était étrange et inconfortable. Mon patron avait été compréhensif pendant le procès et m'avait dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Mais après 2 semaines à la maison, j'avais besoin de retrouver une sorte de routine. Cependant, le bureau se sentait différent. J'étais anxieux près des gens et je n'arrêtais pas de penser que tout le monde me jugeait ou parlait de moi dans mon dos. J'ai commencé à éviter la salle de repos et à déjeuner à mon bureau. En marchant vers et depuis ma voiture, je me suis surpris à regarder les immeubles et à avoir peur que quelque chose tombe. Je ne pouvais plus marcher sous les fenêtres des appartements sans que mon cœur s'emballe. Mon patron a remarqué que j'avais du mal et m'a proposé de travailler à domicile 3 jours par semaine. J'ai accepté avec gratitude. Des collègues qui m'avaient complètement ignoré pendant le procès voulaient soudainement être gentils à nouveau. Ils me demandaient comment j'allais ou m'invitaient à déjeuner. Cela semblait faux et vide. Où étaient-ils quand j'avais besoin d'eux? J'ai gardé mes interactions brèves et professionnelles. L'agent Harold du FBI m'a contacté environ 6 semaines après le procès. Ils voulaient me faire le point sur leur enquête sur l'opération de fraude des parents. Ils avaient identifié 17 victimes dans 6 États qui avaient été ciblées par des stratagèmes similaires. Certains avaient payé des règlements pour éviter des poursuites. 2 avaient même purgé des peines de prison avant que des preuves ne prouvent leur innocence. Le FBI avait récupéré des documents et des enregistrements montrant plus de 3 millions de $ de fausses réclamations d'assurance et de règlements de poursuite au cours de la dernière décennie. Plusieurs compagnies d'assurance engagèrent leurs propres actions en justice pour récupérer ce qu'elles avaient payé. L'agent Harold m'a remercié pour ma coopération et a dit que mon cas était la percée dont ils avaient besoin pour arrêter cette opération. Sans que Betty se présente avec ses preuves, les parents auraient continué à déménager dans de nouveaux États et à trouver de nouvelles victimes. Il a dit que je devrais être fier que ma situation ait aidé à protéger d'autres personnes de vivre la même chose. 6 mois se sont écoulés et j'allais mieux, mais j'avais toujours du mal. J'avais commencé à consulter un thérapeute 2 fois par semaine pour gérer l'anxiété et les problèmes de confiance. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je ressentais était normal après avoir subi une trahison aussi profonde du système judiciaire. J'avais fait ce qu'il fallait en attrapant ce bébé et j'avais été puni pour cela. Ce genre d'injustice laisse des cicatrices qui ne guérissent pas rapidement. La thérapeute m'a encouragé à me concentrer sur le résultat positif.
Les parents étaient en prison. Le bébé était en sécurité et s'épanouissait. Le FBI avait démantelé une importante opération de fraude. J'avais aidé à protéger de futures victimes, même si cela m'avait coûté 3 mois d'enfer. Elle a dit que je devrais être fier d'avoir survécu à quelque chose qui aurait brisé beaucoup de gens. Les cauchemars étaient moins fréquents maintenant. Je pouvais à nouveau marcher sous les bâtiments sans paniquer. Je reconstruisais lentement ma vie et réapprenais à faire confiance aux gens. Une rencontre inoubliable. Une journaliste locale nommée Sarah Kirk avait couvert l'affaire depuis le début. Elle avait été respectueuse et n'avait pas essayé de sensationnaliser quoi que ce soit. Elle m'a approché pour me demander si j'étais disposé à faire une entrevue maintenant que du temps s'était écoulé. J'avais évité toutes les demandes des médias, mais Garrison pensait que cela pourrait être une bonne opportunité. Sarah voulait se concentrer sur l'échec du système de défense publique et à quel point j'étais passé près de la prison malgré mon innocence. Elle voulait parler de la nécessité d'une meilleure enquête avant l'inculpation. J'ai accepté de la rencontrer dans un café en présence de Garrison. L'entrevue a duré 1 heure et Sarah a posé des questions réfléchies sur mon expérience avec M. Ramsey et à quel point il était débordé par les dossiers. J'ai parlé du courage de Betty à se présenter et de la façon dont le système avait failli complètement échouer. L'article est paru 2 semaines plus tard et se concentrait sur la réforme de la justice pénale plutôt que sur ma seule histoire. Plusieurs avocats et groupes de défense m'ont contacté par la suite pour discuter de la façon de prévenir des cas similaires. Cela faisait du bien de contribuer à quelque chose de plus grand que ma propre situation. 8 mois après le procès, Kirsten a rappelé. Les parents d'accueil qui avaient adopté le bébé voulaient en savoir si j'étais intéressé à le rencontrer. Ils avaient finalisé l'adoption 3 mois plus tôt et le bébé allait très bien. J'étais nerveux à ce sujet, mais j'ai accepté. Kirsten m'a donné leur adresse et nous avons fixé 1 heure pour le samedi suivant. J'ai conduit jusqu'à leur maison dans un quartier calme, avec une boule dans l'estomac. Un couple d'une 30aine d'années a ouvert la porte avec des sourires chaleureux. Ils m'ont invité à entrer et je l'ai vu jouer avec des blocs sur le sol du salon. Il était plus grand maintenant, presque 18 mois, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux brillants. Quand il m'a regardé et a souri, j'ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Les parents d'accueil, maintenant ses parents adoptifs, se sont approchés et m'ont serré dans leurs bras. Ils n'arrêtaient pas de dire merci encore et encore. Ils ont dit qu'ils lui parlaient tous les jours de l'homme courageux qui avait sauvé sa vie. Ils m'ont montré des photos de lui au parc et à sa première fête d'anniversaire. Il était en bonne santé, heureux et aimé. Tout ce que j'avais traversé en valait la peine en le voyant en sécurité comme ça. En rentrant chez moi après cette visite, quelque chose a changé en moi. J'avais porté tellement de colère, de peur et d'amertume à cause de ce qui s'était passé. Mais voir ce petit garçon s'épanouir et être en sécurité m'a fait réaliser que je pouvais laisser partir une partie de cela. Les parents étaient en prison, là où ils devaient être. Betty avait trouvé sa voie et aidé d'autres enfants qui avaient été exploités. Le FBI avait démantelé une opération de fraude massive. Le système m'avait échoué au départ, mais la vérité a prévalu à la fin. Je n'étais pas la même personne qu'avant que tout cela n'arrive. J'étais plus prudent, moins confiant et certainement plus conscient de la façon dont certaines parties du système judiciaire pouvaient être défectueuses. Quelques jours après que Garrison eut déposé la plainte civile, mon téléphone a vibré avec un SMS de Betty me demandant si je voulais qu'on se voie pour un café. J'ai accepté et nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville l'après-midi suivant. Elle a commandé du thé et j'ai pris un café noir parce que je ne dormais toujours pas bien. Betty s'est assise en face de moi et a commencé à parler de l'époque où elle vivait avec les parents à 16 ans. Ils avaient mis en scène un accident de voiture environ 6 mois après son emménagement. Elle a expliqué que le père avait délibérément percuté une autre voiture par l'arrière à un feu rouge, puis avait prétendu que l'autre conducteur avait reculé sur eux. Ils ont endoctriné Betty pour qu'elle mente et dise qu'elle avait vu tout ce qui s'était passé, tel qu'il le décrivait. Lorsque Betty a refusé de mentir à la police, ils lui ont rendu la vie terrible. Ils lui ont confisqué son téléphone, l'ont punie pendant des mois et ont dit à son assistante sociale qu'elle était violente et instable. Betty a été retirée de leur foyer 3 mois plus tard et l'enquête d'assurance a discrètement classé l'affaire.
Elle a dit qu'elle avait toujours su qu'ils essaieraient à nouveau quelque chose de ce genre, et lorsqu'elle les a vus aux informations après mon arrestation, elle a commencé à fouiller leur passé. La vidéo qu'elle a enregistrée ce jour-là était juste un coup de chance, car elle prenait juste un café de l'autre côté de la rue et les a reconnus à la fenêtre. Betty a sorti son téléphone et m'a montré des messages d'autres anciens enfants d'accueil. 4 d'entre eux l'avaient contacté après avoir vu la couverture médiatique. Chacun avait une histoire similaire sur les parents, les utilisant comme accessoires dans des stratagèmes de fraude. Une fille avait été forcée de simuler une glissade et une chute dans une épicerie. Un garçon avait reçu l'ordre de prétendre qu'il avait été mordu par le chien d'un voisin. Un autre enfant était censé mentir sur s'être blessé à la garderie. Chaque fois qu'un enfant d'accueil refusait de coopérer ou menaçait de dire la vérité, les parents leur rendaient la vie misérable jusqu'à ce qu'ils soient retirés du foyer. Betty a dit que l'agent du FBI en charge de l'affaire lui avait dit qu'il préparait des accusations qui pourraient entraîner 30 à 40 ans de prison pour les 2 parents. Le schéma d'utilisation d'enfants vulnérables dans des stratagèmes de fraude dans plusieurs États en faisait une affaire fédérale. Le geste d'Amara. 2 jours après ma rencontre avec Betty, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement à l'heure du dîner. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma voisine Amara debout là, tenant un plat recouvert. Elle vivait à 3 portes et nous avions toujours été cordiaux. Mais nous n'avions jamais beaucoup parlé. Amara a dit qu'elle avait suivi mon affaire aux informations et qu'elle se sentait mal que j'aie traversé tout cela seule. Elle a proposé d'être un témoin de moralité si jamais j'en avais besoin et m'a tendu le plat, expliquant que c'était du curry fait maison parce qu'elle avait remarqué que j'avais l'air plus mince ces derniers temps. Je l'ai remerciée et nous avons parlé pendant quelques minutes sur mon seuil. Elle m'a raconté la perte de son frère à cause d'une condamnation injuste il y a des années et à quel point cela avait brisé la confiance de sa famille dans le système. Sa gentillesse m'a fait pleurer parce que ça m'a rappelé que les bonnes personnes existaient toujours dans le monde. Après son départ, j'ai mangé le curry et c'était le premier vrai repas que j'avais pris depuis des jours. Le procès pénal commence 3 semaines après le rejet de mes charges. Le procès pénal des parents a commencé au palais de justice du centre-ville. Je me suis présenté le premier jour parce que l'accusation avait dit que j'aurais besoin de témoigner. La salle d'audience était bondée de journalistes, d'autres victimes et de badauds. Les parents étaient assis à la table de la défense, l'air plus petit d'une certaine manière, comme s'ils avaient rapetissé depuis la dernière fois que je les avais vus. Leur avocat s'est levé pour les déclarations liminaires et a essayé de les dépeindre comme des personnes désespérées qui avaient commis une terrible erreur par amour pour leur enfant. Il a parlé de leurs dettes et de leur peur de tout perdre. Le jury était sceptique, cependant, en particulier la femme âgée au premier rang qui n'arrêtait pas de secouer la tête. Lorsque Betty est montée à la barre plus tard ce jour-là, elle a guidé le jury à travers la preuve vidéo à nouveau et a expliqué le schéma de maltraitance dont elle avait été témoin. L'avocat de la défense a tenté de la discréditer en évoquant son passage dans le système de placement et en suggérant qu'elle était instable, mais Betty est restée calme et a répondu à chaque question avec des faits et des dates précis. Le lendemain, l'accusation a présenté sa pièce à conviction principale. Ils avèrent des dossiers sur 8 stratagèmes précédents que les parents avaient exécutés dans 4 États au cours de la dernière décennie. Le préjudice total s'élevait à plus de 2 millions de dollars en additionnant toutes les fausses réclamations d'assurance et les règlements de poursuite. Un enseignant de l'Oregon a témoigné avoir attrapé un enfant d'accueil que les parents avaient délibérément poussé dans un escalier à l'école. Le propriétaire d'un magasin du Nevada a décrit comment il avait aidé lors d'une glissade et chute simulée où la mère avait feint de se blesser au dos. Un chauffeur de l'Arizona a expliqué qu'il s'était arrêté après que les parents eurent causé un accident de voiture mineur et ensuite été poursuivis pour 50 000 $. Chaque victime avait l'air fatiguée et en colère en racontant ces histoires. L'avocat de la défense a continué de s'opposer, mais le juge a rejeté ses objections à chaque fois. À la fin de la 2e journée, le schéma était si clair que même l'avocat des parents semblait vaincu. Mon témoignage est l'effondrement. Le 3e jour, je suis monté à la barre des témoins et le procureur m'a demandé de décrire mon expérience. J'ai passé en revue tout, de l'attrapage du bébé à la poursuite en justice et au fait d'avoir failli aller en prison pour avoir sauvé une vie. J'ai expliqué comment je ne pouvais plus dormir et je sursautais lorsque j'entendais des bébés pleurer. L'avocat de la défense s'est levé pour le contre-interrogatoire et a tenté de suggérer que j'exagérais les choses.
Il a demandé si je pensais vraiment que ma vie était ruinée par quelques mois de problèmes juridiques. L'un des jurés, un homme d'âge moyen en chemise bleue, s'est penché en avant et a regardé l'avocat. Lorsque l'avocat de la défense a suggéré que j'aurais peut-être dû laisser tomber le bébé si j'étais si préoccupé d'être poursuivi, le visage de ce même juré est devenu rouge et il a croisé les bras. Le juge a dû appeler une courte pause car le jury était clairement en colère. L'accusation a appelé une docteure qui avait traité le bébé à l'hôpital. Elle a apporté les dossiers médicaux et les radiographies qui montraient des fractures aux 2 bras et aux 2 jambes. La docteure a expliqué que le schéma des blessures était absolument cohérent avec une chute du 5e étage et non avec le fait d'être brusquement attrapé par quelqu'un. Elle a guidé le jury à travers ce qui se serait passé si personne n'avait attrapé le bébé et leur a montré des photos de blessures mortelles dues à des chutes de hauteur similaires. La docteure a témoigné que mes actions avaient définitivement sauvé la vie du bébé et que les blessures auraient été bien pires sans mon intervention. Elle a dit que les fractures étaient malheureuses, mais attendues compte tenu de la physique de la situation. L'avocat de la défense a tenté de faire valoir que j'avais peut-être mal attrapé le bébé, mais la docteure l'a arrêté en expliquant qu'il n'y avait pas de bonne façon d'attraper un bébé qui tombe sans qu'il n'y ait des blessures. Pendant le contre-interrogatoire du père le 4e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat de la défense l'interrogeait sur sa situation financière lorsque le procureur s'est levé et a commencé à le presser sur la preuve vidéo. Les réponses du père sont devenues plus tremblantes et sa voix a commencé à se briser. Puis il s'est simplement effondré émotionnellement et a admis qu'ils avaient tout planifié. Il a sangloté qu'ils étaient noyés sous les dettes et qu'il ne pensait pas que personne ne serait réellement blessé. Son avocat a bondi et a essayé de l'empêcher de parler, mais le mal était fait. Le père a continué à pleurer et à dire qu'ils avaient juste besoin d'argent et pensaient que cela fonctionnerait. La mère était assise à côté de lui, complètement imperturbable, ne montrant aucune émotion. Elle regardait droit devant elle, comme si rien de tout cela ne se passait pendant que son mari s'effondrait à la barre des témoins. Le verdict et la sentence. Le jury s'est retiré pour délibérer vers 14 heures et est revenu juste après 17 heures, soit 3 heures au total. La juge a demandé s'ils étaient parvenus à un verdict et le porte-parole s'est levé, tenant un morceau de papier. Coupable des 12 chefs d'accusation pour les 2 parents. La salle d'audience est restée silencieuse pendant que la juge interrogeait chaque juré individuellement pour confirmer leur vote. Chacun a dit coupable sans hésitation. La juge a remercié le jury et a fixé la sentence à 2 semaines plus tard. Alors que les huissiers emmenèrent les parents hors de la salle d'audience, Garrison s'est penché et m'a dit que c'était un excellent résultat. Il a dit que compte tenu de la gravité de leur crime et du schéma clair dans plusieurs États, ils risquaient probablement de lourdes peines de prison. 2 semaines plus tard, je suis retourné au palais de justice pour la sentence. La salle d'audience était à nouveau pleine de victimes, de journalistes et d'observateurs. La juge est entrée et tout le monde s'est levé. Elle s'est assise et a regardé directement les parents avant de parler. Sa voix était ferme alors qu'elle parlait de la façon dont ils avaient trahi tout principe de parentalité et de décence humaine. Elle a dit qu'ils avaient instrumentalisé le système de placement et transformé des enfants vulnérables en outils de profit. Elle a expliqué que leurs actions avaient détruit des vies et endommagé la confiance des gens à aider les autres. Puis elle a annoncé les peines. 12 ans de prison fédérale pour le père, 10 ans pour la mère. Ils ont également été tous 2 condamnés à payer une restitution totale à toutes les victimes, même si tout le monde dans la salle savait qu'ils ne pourraient jamais payer les 2 millions de dollars. Les parents n'ont montré aucune réaction alors que les huissiers leur passèrent les menottes et les emmenaient pour commencer leur peine. Je suis resté là, regardant les huissiers les escorter dans l'allée centrale vers les portes arrière. La mère a gardé la tête baissée, tandis que le père a jeté un dernier regard sur la galerie vide. Personne n'était venu les soutenir. La salle d'audience est restée silencieuse jusqu'à ce que les portes se referment derrière eux avec un claquement sonore qui a résonné sur les murs. La juge a ramassé ses papiers et est partie par son entrée privée. Les gens ont commencé à se lever et à ramasser leurs affaires. J'ai senti la main de Garrison sur mon épaule, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Mes jambes étaient faibles, et j'ai saisi la table devant moi pour me stabiliser. C'était fini. J'étais libre, mais au lieu de la joie ou du soulagement, je ne ressentais que du vide et de l'épuisement.
3 mois de ma vie avaient été consumés par la peur, la honte et la colère. Les parents allaient en prison, mais cela ne me rendait pas les nuits où je ne pouvais pas dormir. Ni les amis qui avaient cessé d'appeler, ni la façon dont les gens me regardaient en public comme si j'étais un criminel. Justice était faite, mais cela me semblait creux d'une certaine manière. Garrison a demandé si j'allais bien et j'ai hoché la tête, bien que je n'en sois pas sûr. Nous avons quitté la salle d'audience ensemble et des journalistes attendaient dans le couloir avec des caméras et des micros. Garrison leur a dit qu'il n'avait aucun commentaire et nous nous sommes frayés un chemin jusqu'aux ascenseurs. À l'extérieur du palais de justice, le soleil de l'après-midi me semblait trop éclatant après avoir été à l'intérieur toute la journée. J'ai conduit jusqu'à chez moi et je me suis assis dans mon appartement à regarder le mur pendant 2 heures. Épilogue et guérison. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix de femme s'est présentée comme Kirsten Weaver des services de protection de l'enfance. Elle a dit qu'elle avait été affectée au dossier du bébé et voulait me donner une mise à jour. Le bébé avait quitté l'hôpital 3 jours après la sentence et avait été placé dans une famille d'accueil spécialisée dans les soins aux nourrissons ayant des besoins médicaux. Il allait très bien, selon les médecins. Les os cassés guérissaient correctement et il ne montrait aucun signe de lésion cérébrale ou de problème de développement dû à la chute. La famille d'accueil parlait déjà d'adoption si les droits parentaux étaient résiliés. Kirsten m'a remercié d'avoir sauvé sa vie et a dit que les parents adoptifs connaissaient toute l'histoire et voulaient en me rencontrer un jour pour exprimer leur gratitude. J'ai dit que j'étais heureux qu'il soit en sécurité et qu'il reçoive les soins dont il avait besoin. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis que le procès avait pris fin. Savoir que le bébé allait bien rendait tout plus réel d'une certaine manière. Betty m'a envoyé un SMS quelques jours plus tard, me demandant si je voulais prendre un café. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit du centre-ville et avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a raconté plus en détail son séjour dans le système de placement et la façon dont les parents l'avaient traitée. Elle avait été transférée entre 4 foyers différents en 2 ans, trouvant toujours des raisons de la renvoyer dans le système. Elle a réalisé plus tard qu'ils essayaient de maximiser leur paiement mensuel en faisant tourner autant d'enfants que possible. Betty étudiait le travail social au Community College et travaillait à temps partiel dans un centre pour jeunes. Elle voulait aider d'autres enfants d'accueil qui avaient été utilisés ou maltraités par le système. Je lui ai dit qu'elle était incroyable et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour soutenir son objectif. Nous avons commencé à parler de peut-être créer une sorte de fondation ou de réseau de soutien pour les personnes qui avaient été victimes de stratagèmes de fraude comme celui auquel nous avions survécu. Cela faisait du bien de penser à transformer quelque chose d'horrible en quelque chose qui pourrait aider les autres. Betty a dit qu'elle allait commencer à faire des recherches sur ce qu'il faudrait pour établir une organisation à but non lucratif. Nous avons échangé nos numéros et promis de rester en contact. En rentrant à ma voiture, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Garrison m'a appelé 2 semaines plus tard avec des nouvelles de la poursuite civile qu'il avait intentée contre les parents. Étant donné qu'ils étaient en prison et qu'ils ne répondaient à aucune notification légale, nous avons obtenu un jugement par défaut de 200 000 $ en dommages et intérêts. Il a été honnête en disant que nous ne récupérerions probablement jamais rien, car il n'avait pas d'actifs et ne gagnerait pas d'argent en prison, mais avoir le jugement au dossier signifiait quelque chose. Le tribunal a officiellement reconnu que ce qu'il m'avait fait était mal. C'était une validation écrite que je pouvais montrer si quelqu'un remettait un jour en question ce qui s'était passé. Garrison a dit que plusieurs autres victimes intenteraient également des actions civiles et que les parents feraient probablement face à des millions de jugements qu'ils ne pourraient jamais payer. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait et lui ai demandé sa facture. Il m'a rappelé qu'il avait pris l'affaire pro bono et a refusé d'accepter tout paiement. Il a dit que des cas comme le mien étaient la raison pour laquelle il était devenu avocat. Retourner au travail était étrange et inconfortable. Mon patron avait été compréhensif pendant le procès et m'avait dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Mais après 2 semaines à la maison, j'avais besoin de retrouver une sorte de routine. Cependant, le bureau se sentait différent. J'étais anxieux près des gens et je n'arrêtais pas de penser que tout le monde me jugeait ou parlait de moi dans mon dos. J'ai commencé à éviter la salle de repos et à déjeuner à mon bureau. En marchant vers et depuis ma voiture, je me suis surpris à regarder les immeubles et à avoir peur que quelque chose tombe.
Je ne pouvais plus marcher sous les fenêtres des appartements sans que mon cœur s'emballe. Mon patron a remarqué que j'avais du mal et m'a proposé de travailler à domicile 3 jours par semaine. J'ai accepté avec gratitude. Des collègues qui m'avaient complètement ignoré pendant le procès voulaient soudainement être gentils à nouveau. Ils me demandaient comment j'allais ou m'invitaient à déjeuner. Cela semblait faux et vide. Où étaient-ils quand j'avais besoin d'eux? J'ai gardé mes interactions brèves et professionnelles. L'agent Harold du FBI m'a contacté environ 6 semaines après le procès. Ils voulaient me faire le point sur leur enquête sur l'opération de fraude des parents. Ils avaient identifié 17 victimes dans 6 États qui avaient été ciblées par des stratagèmes similaires. Certains avaient payé des règlements pour éviter des poursuites. 2 avaient même purgé des peines de prison avant que des preuves ne prouvent leur innocence. Le FBI avait récupéré des documents et des enregistrements montrant plus de 3 millions de dollars de fausses réclamations d'assurance et de règlements de poursuite au cours de la dernière décennie. Plusieurs compagnies d'assurance engagèrent leurs propres actions en justice pour récupérer ce qu'elles avaient payé. L'agent Harold m'a remercié pour ma coopération et a dit que mon cas était la percée dont ils avaient besoin pour arrêter cette opération. Sans que Betty se présente avec ses preuves, les parents auraient continué à déménager dans de nouveaux États et à trouver de nouvelles victimes. Il a dit que je devrais être fier que ma situation ait aidé à protéger d'autres personnes de vivre la même chose. 6 mois se sont écoulés et j'allais mieux, mais j'avais toujours du mal. J'avais commencé à consulter un thérapeute 2 fois par semaine pour gérer l'anxiété et les problèmes de confiance. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je ressentais était normal après avoir subi une trahison aussi profonde du système judiciaire. J'avais fait ce qu'il fallait en attrapant ce bébé et j'avais été puni pour cela. Ce genre d'injustice laisse des cicatrices qui ne guérissent pas rapidement. La thérapeute m'a encouragé à me concentrer sur le résultat positif. Les parents étaient en prison. Le bébé était en sécurité et s'épanouissait. Le FBI avait démantelé une importante opération de fraude. J'avais aidé à protéger de futures victimes, même si cela m'avait coûté 3 mois d'enfer. Elle a dit que je devrais être fier d'avoir survécu à quelque chose qui aurait brisé beaucoup de gens. Les cauchemars étaient moins fréquents maintenant. Je pouvais à nouveau marcher sous les bâtiments sans paniquer. Je reconstruisais lentement ma vie et réapprenais à faire confiance aux gens. Une reporter locale nommée Sarah Kirk avait couvert l'affaire depuis le début. Elle avait été respectueuse et n'avait pas essayé de sensationnaliser quoi que ce soit. Elle m'a approché pour me demander si j'étais disposé à faire une entrevue maintenant que du temps s'était écoulé. J'avais évité toutes les demandes des médias, mais Garrison pensait que cela pourrait être une bonne opportunité. Sarah voulait se concentrer sur l'échec du système de défense publique et à quel point j'étais passé près de la prison malgré mon innocence. Elle voulait parler de la nécessité d'une meilleure enquête avant l'inculpation. J'ai accepté de la rencontrer dans un café en présence de Garrison. L'entrevue a duré 1 heure et Sarah a posé des questions réfléchies sur mon expérience avec M. Ramsey et à quel point il était débordé par les dossiers. J'ai parlé du courage de Betty à se présenter et de la façon dont le système avait failli complètement échouer. L'article est paru 2 semaines plus tard et se concentrait sur la réforme de la justice pénale plutôt que sur ma seule histoire. Plusieurs avocats et groupes de défense m'ont contacté par la suite pour discuter de la façon de prévenir des cas similaires. Cela faisait du bien de contribuer à quelque chose de plus grand que ma propre situation. 8 mois après le procès, Kirsten a rappelé. Les parents d'accueil qui avaient adopté le bébé voulaient en savoir si j'étais intéressé à le rencontrer. Ils avaient finalisé l'adoption 3 mois plus tôt et le bébé allait très bien. J'étais nerveux à ce sujet, mais j'ai accepté. Kirsten m'a donné leur adresse et nous avons fixé 1 heure pour le samedi suivant. J'ai conduit jusqu'à leur maison dans un quartier calme, avec une boule dans l'estomac. Un couple d'une 30aine d'années a ouvert la porte avec des sourires chaleureux. Ils m'ont invité à entrer et je l'ai vu jouer avec des blocs sur le sol du salon. Il était plus grand maintenant, presque 18 mois, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux brillants. Quand il m'a regardé et a souri, j'ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Les parents adoptifs sont venus et m'ont serré dans leurs bras. Ils n'arrêtaient pas de dire « merci » encore et encore. Ils ont dit qu'ils lui parlaient tous les jours de l'homme courageux qui avait sauvé sa vie. Ils m'ont montré des photos de lui au parc et à sa première fête d'anniversaire. Il était en bonne santé, heureux et aimé. Tout ce que j'avais traversé en valait la peine en le voyant en sécurité comme ça.
En rentrant chez moi après cette visite, quelque chose a changé en moi. J'avais porté tellement de colère, de peur et d'amertume à cause de ce qui s'était passé. Mais voir ce petit garçon s'épanouir et être en sécurité m'a fait réaliser que je pouvais laisser partir une partie de cela. Les parents étaient en prison, là où ils devaient être. Betty avait trouvé sa voie et aidé d'autres enfants qui avaient été exploités. Le FBI avait démantelé une opération de fraude massive. Le système m'avait échoué au départ, mais la vérité a prévalu à la fin. Je n'étais pas la même personne qu'avant que tout cela n'arrive. J'étais plus prudent, moins confiant, et définitivement plus conscient de la façon dont certaines parties du système judiciaire pouvaient être défectueuses.